Bonjour à toutes et à tous, c'est Judith et aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu du film Les Trois Mousquetaires Milady. Comme vous le savez, c'est le deuxième volet de ce diptyque qui arrive sur nos écrans 9 mois après le premier film consacré à D'Artagnan. Enfin, même si clairement, en fait, les deux films accordent à peu près la même importance à D'Artagnan et à Milady dans les deux volets, mais bon, on en reparlera. Ce deuxième volet, réalisé aussi par Martin Bourboulon, a été tourné en même temps que le premier et fait partie des films imaginés par Pathé comme les locomotives d'une nouvelle économie à l'américaine pour relancer le cinéma français avec des blockbusters bien de chez nous. Tout ça, j'en ai parlé en détail dans la vidéo consacrée au premier volet et à sa stratégie marketing, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Dans cette vidéo d'ailleurs, je parlais aussi des qualités et des défauts du film, et aujourd'hui, on va donc voir ce qu'il en est pour cette suite. Mais avant de continuer sur ma lancée, je vais prendre 2 minutes pour vous faire une ou deux recommandations de films à découvrir sur Filmo, la plateforme de SVOD dont nous sommes partenaires. En premier lieu, j'aimerais attirer votre attention sur un film chilien de 2022 réalisé par Mathias Bizet. Petite pépite confidentielle, ce film entièrement filmé en plan séquence raconte la manière dont un couple va se déchirer alors que leur fils s'est perdu en forêt après avoir été puni. Au-delà de la performance technique et de l'endurance de ses acteurs, ce film sait parfaitement jouer avec son économie de moyens pour se concentrer sur l'écriture du suspense et de la relation terriblement réaliste des deux parents. Une pilule amère qui vous fera questionner votre couple, votre famille, la sincérité de votre entourage et peut-être même le but de votre existence. Bref, de quoi vous mettre de bonne humeur en seulement 1h26. De l'autre côté, et dans un tout autre style, je saute sur l'occasion de vous recommander l'un de mes films préférés, à savoir I'm Not There, ce faux biopic sur Bob Dylan réalisé par Todd Haynes et sorti au cinéma en 2007. Se refusant à aborder frontalement et classiquement une figure aussi énigmatique que Dylan, Todd Haynes s'applique, avec sa folie et sa sensibilité habituelle, à parler du chanteur à travers de multiples facettes qui ne sont jamais totalement lui, mais des morceaux de lui. Dylan sera donc tour à tour interprété par Christian Bale, Cate Blanchett, Marcus Carl Franklin, Heath Ledger, Richard Gere et Ben Whishaw. Un bijou musical d'écriture et de mise en scène qui parvient à saisir l'insaisissable Dylan sans jamais vraiment le montrer. Ces films sont donc à découvrir sur Filmo, une plateforme de SVOD idéale pour construire ou entretenir votre culture ciné, puisque vous y trouverez de grands classiques, comme des curiosités inconnues, et tout ce qu'il peut y avoir entre les deux, à l'abonnement ou à la carte. En plus, le catalogue est sans cesse renouvelé, donc aucun risque de s'ennuyer. Pour avoir accès à tout ça, c'est très simple, vous avez d'abord droit à 2 semaines d'essai gratuits, suivi d'un abonnement à 6,99 € par mois, sans engagement. En plus, avec le code ELFILMO Forever, vous avez carrément droit à 1 mois gratuit. Évidemment, on vous récapitule tout ça dans la description de la vidéo. Bon, revenons à nos moutons, enfin plutôt à nos mousquetaires. Alors, autant mon avis sur le premier n'était pas spécialement négatif, malgré des problèmes importants, parce que j'avais trouvé que le film était plutôt une bonne surprise, divertissant et somme toute pas désagréable. Le problème, c'est qu'avec ce deuxième volet, on retrouve globalement les mêmes qualités et les mêmes défauts, mais avec des qualités en plus petite quantité et des défauts au contraire bien plus exagérés. Donc ça commence à devenir assez bof, hein. Et je pense que ça découle notamment de la logique marketing que j'avais détaillée à l'époque, en particulier de cette volonté de mettre en avant un casting fait de multiples stars, auxquels on essaiera d'accorder un minimum de temps d'écran, mais en oubliant de leur écrire des personnages solides. Je vais donc expliquer comment ce château de cartes s'écroule dans ce nouveau volet, en passant rapidement sur les choses qu'on a déjà dites à l'époque du premier film, à savoir que la photographie donne plus que jamais l'impression que tout a été tourné à travers un verre de bourbon en guise de filtre, et que la mise en scène des combats est toujours aussi peu efficace que dans le premier. Et ceci à cause de ces plans séquences à la caméra embarquée qui brouillent toute tentative de chorégraphie ou tout effet de théâtralité. Et là, je pense tout particulièrement à la dernière confrontation entre D'Artagnan et Milady, où la caméra se contente de bouger pour le plaisir de bouger, faisant quelques timides panneaux de gauche à droite, sans savoir comment épouser réellement le combat. D'ailleurs, je vous redirige en passant vers la critique écrite du film signé par ce cher Antoine, et qui est dispo sur le site. Antoine y parle en détail de ce souci de point de vue et de mise en scène induit par ces plans séquences brouillons et répétés à chaque scène de combat depuis 2 films. Bon, donc ces problèmes-là sont toujours présents, c'est sûr, mais c'est pas une surprise vu que les 2 volets ont été tournés en même temps. J'en reviens donc à l'évolution des personnages dont l'écriture a manifestement posé problème. Cela dit, avant de soulever ces défauts, notons quand même un vrai point positif. Dans le premier film, les 3 mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, étaient très peu présents, à tel point qu'ils étaient à peine caractérisés par 1 ou 2 éléments balancés à la va-vite au début de l'histoire, pour finalement ne servir que de figurants pour le reste du film. Ce qui est quand même dommage quand on décide d'engager des acteurs aussi connus que Pio Marmaille, Romain Duris et Vincent Cassel. Ici, nos 3 petits cochons ont quand même plus de choses à se mettre sous la dent, et ça fait du bien. Notamment du côté de Duris et Marmaille, qui parviennent sans mal à apporter un peu d'humour et de camaraderie dans leurs séquences, notamment grâce à l'intrigue B concernant la sœur d'Aramis. C'est pas une sous-intrigue géniale, et elle tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe tant elle n'a rien à voir avec le récit principal, mais ça offre un petit terrain de jeu plus libre aux 2 acteurs, et c'est toujours ça de gagner. On est bien content pour eux, même si ça aurait été bien que ce genre de choses arrive dès le premier volet, histoire qu'on soit un peu attaché au personnage à ce stade. Mais le gros souci, c'est D'Artagnan et Milady, malheureusement. Malgré le choix de nommer le premier volet D'Artagnan et le second Milady, les 2 films peinent vraiment à accepter de se focaliser d'abord sur un personnage, puis sur l'autre. Évidemment qu'il faut qu'ils interagissent et qu'on suive les deux un minimum sur les 2 films, enfin quand même. Dans le premier volet, Milady était de loin
loin le plus gros atout du film, et D'Artagnan était en comparaison assez fade, alors que c'était censé être son film. Ici, on a l'impression que les auteurs ont encore moins su comment équilibrer ces deux forces qui se mangent l'une l'autre. Pourtant, ça démarrait pas si mal avec une scène d'action où les deux personnages fuient les gardes d'une prison main dans la main. Une première séquence plutôt réussie, avec quelques belles cascades, et une relation qui commence à se créer dans l'action entre les personnages. Typiquement le genre de choses qu'on attend du film de Cap et d'épée. En plus, les costumes d'Eva Green sont toujours aussi stylés, et ça c'est cool. Bah oui, ça compte aussi dans un film d'époque. Mais passé ce stade, la dynamique entre D'Artagnan et Milady se repose sur des archétypes très peu fouillés, entre la vénéneuse Milady qui tente de vamper D'Artagnan et de lui forcer la main à tout bout de champ, Je veux faire l'amour, et lui qui réagit mollement, si j'ose dire. Ces séquences offrent le pire de ce qui ne fonctionne pas dans ce film. Archétype de femme fatale dans le premier volet, comme le veut son personnage, Eva Green se caricature et ne sait plus parler qu'en chuchotant et en tordant mystérieusement sa bouche, même pour dire les pires banalités. François Civil déclame toujours ses répliques d'époque comme un collégien qui récite sa poésie, et l'alchimie entre les deux brille par son absence. Il faut dire que jamais la mise en scène n'essaye de faire ressentir une intimité, ni une pression, ni un malaise, et encore moins le savant mélange des trois qui empoisonne D'Artagnan. Sacré problème quand la manipulation de Milady sur le jeune mousquetaire prétend être le cœur du récit. Enfin, je crois que c'est ça. C'est encore lorsqu'ils combattent côte à côte que les personnages fonctionnent finalement le mieux, même en tenant compte des ratés de mise en scène mentionnés plus haut. Les deux en mettent chacun plein la vue à l'autre, avec leur talent d'escrimeuse et d'escrimeur. Ça dure 2 secondes, mais on sent qu'il y a un début de relation plus intéressante qui est en train de se former. Dommage encore une fois que leur confrontation finale soit si mal écrite et filmée qu'elle ait une bien piètre conclusion à cette petite étincelle. Mais il n'y a pas qu'avec Milady que les relations de D'Artagnan sont bâclées, parce qu'on pense évidemment à son histoire d'amour avec Constance Bonacieux, jouée par Lina Coudry. Dans le premier volet, leur moment de flirt faisait partie des scènes les plus simples, mais aussi les plus sympathiques. Ici, les deux personnages ne se croisent plus jamais, sauf quand il est trop tard, comme le veut l'histoire, et au sein de ce film-là, toute cette dynamique est donc supprimée. Et leurs retrouvailles sont là aussi bien fades au regard de l'importance que devrait avoir la tragédie qui les réunit. D'ailleurs, sans en dire trop, le montage alterné de cette séquence qui tend à faire monter le suspense a un rythme complètement flingué qui empêche toute réelle tension de s'installer. En termes d'interaction sympathique, heureusement qu'on a encore quelques jolis moments de Louis Garrel en Louis XIII évaporé. Peut-être l'un des rôles les plus compliqués à prendre au sérieux, mais qui est finalement le mieux interprété du diptyque. Bon, pour passer à la dernière partie de cette critique, je vais devoir spoiler la fin du film, qui n'est pas forcément celle que vous attendez. Donc si vous avez envie de garder la surprise, quittez-nous ici. Mais n'oubliez pas évidemment de laisser un pouce bleu, de vous abonner, de laisser un commentaire, ce que vous voulez, et de revenir plus tard. Bon, maintenant là je vais spoiler, Bon, c'est bon, Allez, on y va. Si vous avez déjà lu le roman d'Alexandre Dumas, ou si vous avez déjà vu des adaptations fidèles, il y a des chances pour que vous pensiez que Milady meurt à la fin du film. En effet, le personnage est censé finir décapité pour son rôle dans le complot mené contre le roi. Bon ben voilà, en fait, c'est pas le cas ici. Et c'est pas une critique en soi que de le souligner, parce qu'il n'y a sur le principe aucun problème pour qu'un film prenne des libertés vis-à-vis de l'œuvre qu'il adapte. Au contraire, là où cette fin m'a embêté, c'est parce que, comme le reste du film, on peine à comprendre exactement à quoi elle sert et ce que ça veut dire. Et surtout, la manière dont tout ça est conclu manque terriblement de panache. Donc à ce moment-là, on hésite entre deux hypothèses. Est-ce que c'est vraiment la fin de l'histoire ? Et auquel cas c'est d'une tiédeur terrible et ça nous lâche en plein milieu d'une intrigue, puisque Milady enlève leur fils auprès d'Athos, ou alors, et c'est ce qui semble le plus logique, Pathé a dans l'idée de faire un 3e volet. Moi je trouve que ça ressemble au teasing qu'il y avait eu à la fin de la version de Paul W.S. Anderson en 2011, et qui n'avait d'ailleurs rien donné. C'est comme si Pathé avait annoncé un diptyque pour être à peu près sûr sur ses appuis, mais voulait se laisser la porte ouverte à des suites en cas de gros succès. Et pourquoi pas, après tout le fils de Milady est un personnage important dans la suite écrite par Dumas, et énormément de gros films fonctionnent de cette manière, en offrant des semi-conclusions vaguement suffisantes au cas où le studio en resterait là, tout en laissant la possibilité de prolonger l'histoire au cas de ramassage de thunes conséquents. Au hasard, on peut citer une franchise comme Scream par exemple, qui risque plus que jamais en ce moment de devoir se contenter de la conclusion du 6e film, qui pouvait se suffire à elle-même, comme toutes les fins de Scream d'ailleurs jusque-là, et c'est fait exprès. Le problème, et ça fait beaucoup de fois que je prononce le mot problème dans cette vidéo, problème, c'est que cette fin-là ne se suffit vraiment pas à elle-même, mais que vu ce que nous offrent les 2 premiers films jusque-là, on n'est pas non plus hyper titillé de voir la suite. Pas d'attachement au personnage, pas de souffle épique, pas de belle chorégraphie de combat, pas tellement de belles images tout court, donc bon, on a encore un effet pétard mouillé qui participe au manque de grandeur générale du film. Là où le premier volet arrivait à surprendre par la sincérité de sa proposition, ce 2e film s'embourbe dans ses erreurs et lasse déjà complètement par sa fausse modernité pour daron biberonné à Derrick. Et je sais que pour plein de défauts que j'ai mentionnés ici, certains vont commenter « Oui mais c'est comme ça que ça se passe dans le roman » ou « Oui mais c'est dû à l'aspect feuilletonnant voulu par Dumas, etc. » J'entends, mais quand on adapte une œuvre, il n'y a absolument rien qui oblige à adapter aussi ses défauts. Ou si ce ne sont pas des défauts, à comprendre que certaines caractéristiques n'auront pas le même effet au cinéma. L'adaptation en soi, c'est un vrai boulot d'écriture très particulier, qui nécessite d'avoir une très bonne compréhension des outils de la littérature et de ceux du cinéma, et comprendre que ces 2 médiums ne parlent pas forcément la même langue.
Comme le dit également mon frère d'armes Antoine dans sa critique écrite du film, en réalité, les films de Bourboulon donnent la cruelle impression qu'ils auraient beaucoup mieux fonctionné en série télé, sans qu'il y ait le moindre mépris là-dedans, mais tout simplement parce que toutes les sous-intrigues et toutes les relations qui sont ici à peine effleurées ou sous-entendues mériteraient d'être développées comme le cinéaste semble vouloir le faire sans y parvenir. Et sinon, pour le cinéma, il aurait fallu réellement savoir concentrer son écriture sur les personnages principaux et savoir mieux équilibrer les histoires de D'Artagnan et Milady, entre autres. Et quand je parle d'écriture, je ne parle pas seulement de scénario, parce que l'écriture, ça se fait aussi avec la caméra, surtout quand il s'agit d'iconiser des personnages comme les mousquetaires. Mais on a déjà évoqué cet aspect dans la vidéo sur le premier film. Alors, sachant que le premier film a eu un succès correct, mais pas forcément suffisant, et y aura apporté tout juste la moitié du budget des 2 films, avec 31 millions de recettes à travers le monde, est-ce que la vie en streaming et l'arrivée du second film permettront réellement de lancer la production d'une suite? L'avenir nous le dira, mais si ce n'est pas le cas, la grande entreprise de Pathé pour relancer les blockbusters français risque de faire rapidement chou blanc, étant donné que l'Astérix de Guillaume Canet avait lui-même déçu au box-office. À partir de là, est-ce que ça sent bon pour le Comte de Monte Cristo qui est censé sortir en 2024? Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, qui ont déjà écrit Les Trois Mousquetaires, sont cette fois-ci au scénario et à la réalisation de ce film porté par Pierre Ninet dans le rôle titre. Même producteur, même ambition de la part de Pathé, même ambiance graphique dans la promotion, et donc peut-être même direction artistique. Pourquoi pas, hein, moi j'ai envie d'y croire, mais après avoir vu le deuxième volet des Mousquetaires, je commence un peu à m'inquiéter quand même. En tout cas, quelles que soient les performances de Milady au cinéma, il faudra sans doute attendre la sortie de Monte Cristo pour que le sort de ce Dumas Cinematic Universe en devenir soit réellement décidé, pour le meilleur ou pour le pire. Voilà, c'était tout pour mon avis très tiède sur ce film. Alors si vous êtes d'accord avec moi, et encore plus si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner, surtout qu'on arrive bientôt aux 100 000 abonnés et que ça fait très plaisir. Et vous pouvez aussi nous soutenir en vous abonnant au site d'Écran Large, sur lequel on réserve tout un tas de super articles aux personnes qui ont la bonté de nous verser quelques euros par mois. Et puis si vous n'aimez pas payer ni lire, jetez au moins une oreille à notre podcast qui s'appelle La Réu d'Écran Large. On y parle d'un tas de choses comme les films de requins, la carrière de David Fincher, la saga L'Exorciste, j'en passe et des meilleurs. Sur ce, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.